C'est une légende vivante de l'alpinisme que nous recevons ce soir. Reinhold Messner, alpiniste aujourd'hui âgé de 80 ans. Il a passé sa vie à gravir les montagnes. Il a réussi l'ascension des 14 plus hauts sommets de la planète. Une vie d'aventure qui a aussi connu son lot de difficultés et de drames. Il raconte tout cela dans un livre intitulé « Par vent contraire, de l'art de progresser dans l'adversité ». Un livre paru aux éditions Glénat. Reinhold Messner est avec nous en direct de l'Italie. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, quel bilan tirez-vous de cette vie si particulière, presque entièrement consacrée à la montagne ? J'ai eu la chance de pouvoir commencer très tôt. J'ai eu 5-6 vies dans une seule vie. J'ai fait de l'alpinisme à très haut niveau. J'étais aventurier aussi. J'ai traversé les déserts et des zones polaires. J'ai créé des musées. J'ai écrit, j'ai réalisé des films. Et maintenant, avec ma femme, j'essaye de partager cet héritage. Pas tant les règles ou les moyens, mais vraiment donner un héritage aux nouvelles générations pour que tout ça puisse rester. Justement, quel est le message que vous cherchez à faire passer à ces nouvelles générations à travers ce livre ? Le message principal est le respect de la montagne. On ne peut pas faire de l'alpinisme un sport de compétition. Les personnes qui font de l'alpinisme en ce moment, par exemple, vont le faire sur des structures artificielles. On fait de l'escalade dans des endroits fermés. C'est un sport magnifique. C'est devenu un sport olympique aussi. Mais ce n'est pas du vrai alpinisme. L'alpinisme, c'est cette tension entre la nature humaine et la nature de la montagne. Ceux qui aujourd'hui vont sur les plus hautes montagnes, maintenant peuvent trouver une agence qui prépare la montagne pour que de nombreuses personnes puissent faire cette ascension. C'est du tourisme, ce n'est pas de l'alpinisme. De l'alpinisme à 6 000, 7 000 mètres devient de plus en plus du tourisme et non plus une aventure. L'alpinisme est pour moi synonyme d'aventure. L'alpinisme, c'est apprendre. Apprendre grâce à la montagne, apprendre qui nous sommes grâce à la montagne. La montagne est ma maîtresse. La montagne va me donner la direction de la vie, me permet de savoir qui je suis. Je suis perdu tout seul. Je suis perdu tout seul, sans infrastructure. Et moi, j'ai préféré faire tout ça sans infrastructure et m'exposer le plus possible à la nature sauvage. Alors effectivement, vous avez une façon assez radicale, on peut dire, d'approcher la montagne. Vous avez gravi l'Everest en solitaire, sans oxygène. Quel est le but d'une telle démarche qui reste quand même extrêmement risquée pour le corps humain et qui aurait pu être mortelle ? C'est vrai. J'ai un alpinisme radical. C'est une façon radicale de s'exposer à la nature, mais c'est la seule façon de faire. La nature est bien plus grande que nous tous. La nature est là. La nature n'a pas d'expression psychologique. Nous, oui. Ce que je fais est très dur. C'est très dur aussi pour le faire comprendre à un large public. Nous, les alpinistes plutôt traditionnels, allons là où la mort est possible. Nous y allons pour ne pas mourir. L'art du grand alpinisme est là d'aller dans les zones les plus sauvages du monde pour ne pas mourir. Alors, oui, je fais, comme a dit un grand alpiniste français, c'est peut-être quelque chose d'inutile, comme dit Noël Terret. C'est très dangereux, effectivement. Mais peut-être ce n'est pas compréhensible pour tous ceux qui ne vivent pas cette activité d'alpiniste.
Il est complètement absurde d'escalader une montagne si c'est dangereux. Et oui, donc oui, la mort est probable. Oui, c'est absurde. Mais moi, c'est dans cet absurde que je trouve du sens. Je trouve du sens dans ma vie. Dans toutes mes ascensions, je retrouve du sens. Je réalise des idées qui naissent dans mon cerveau et je les réalise. Et en les réalisant, je vis dans un monde de créativité au final. Dans un monde aussi heureux. Car chaque fois que je rentre comme une personne beaucoup plus cultivée, mais qui connaît... Je suis beaucoup plus cultivé, mais c'est ma psychologie que j'apprends à chaque fois. Alors, dans votre vie, vous n'avez pas toujours gagné face à la montagne. En 1970, vous partez en expédition au Nanga Parbat, ce mythique sommet du Pakistan. Vous êtes avec votre frère, mais l'expédition ne se déroule pas vraiment comme prévu. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode de votre vie ? C'est l'épisode le plus dramatique de ma vie. Nous avons tenté de faire le Bhopal, la façade la plus haute du Nanga Parbat, 4500 mètres, plus ou moins 3 fois plus que la plus haute paroi dans les Alpes. Une expédition très nombreuse. Nous étions 18 alpinistes. Nous avions énormément de moyens. Tout avait été donc organisé. Cette expédition était bien organisée. Et nous avions 9 tonnes de matériel. C'est une expédition que je n'aime pas personnellement, mais c'était la seule solution à l'époque. C'était la méthode de l'époque. C'était comme ça qu'on faisait des expéditions. Mon frère et moi, nous avons été invités à participer. Nous étions les 2 seules personnes du Sud-Tyrol. Toutes les autres personnes étaient allemandes ou autrichiennes. Nous ne sommes pas montés ensemble parce qu'à partir du dernier campement, pour arriver sur le sommet, donc pour essayer de profiter des derniers beaux jours, donc je suis parti tout seul, parce que je suis plus rapide tout seul. Mon frère m'a suivi. Il a eu le mal de montagne. Ce n'était pas très grave au début, mais petit à petit, de plus en plus. Et ce n'était plus possible de descendre de la même paroi. C'était trop difficile sans corde pour une personne qui a le mal de montagne. On a donc dû chercher une autre sortie, car il n'y avait que la mort comme conséquence. Donc c'était surtout pour essayer de nous sauver, ce n'était pas pour essayer quelque chose d'incroyable. Donc on est descendu du versant du Diamir, et pendant que je cherchais une sortie entre ces glaciers, avec des ravins, mon frère était derrière moi à ce moment-là. Et il y a eu une avalanche. Il est mort, je n'ai pas pu retrouver son corps. J'ai retrouvé son corps 35 ans plus tard, ce qui est resté du corps de mon frère. Et alors, oui, tout était clair. On a su ce qui s'était passé pendant cette descente. Et donc, cette tragédie, je me sens responsable de cette tragédie. J'étais le grand frère. Et dans notre famille, les grands frères doivent faire attention aux plus petits frères. Alors justement, après la mort de votre frère, vous avez été accusé de l'avoir sacrifié pour vos propres ambitions d'alpiniste. Comment est-ce que vous avez vécu ces accusations et qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est clair, surtout quand on a retrouvé son corps. Pour moi, personnellement, je n'avais pas envie de discuter avec ces gens qui ont dit des choses horribles. J'ai pu aller là où j'ai trouvé le corps de mon frère, j'ai pu ramener ma famille. Malheureusement, mes parents n'étaient plus là, mes autres frères, oui, ma sœur aussi.
Et on a tous pu dire adieu à mon frère. Car pour nous tous, il était très important de pouvoir dire au revoir. Et pour moi, c'est important de dire aussi, oui, je suis responsable, j'ai été responsable. Mais je n'ai jamais compris, pourquoi pendant des décennies, presque 50 ans d'ailleurs, certains alpinistes, certains historiens aussi ont essayé de m'accuser en me disant que j'avais laissé mon frère sur le sommet, car je voulais faire un grand exploit tout seul pour la descente. Le livre que j'ai écrit, donc avec ce titre, Par vent contraire, c'est une histoire avec un autre point de vue, un point de vue complètement neuf, avec les preuves d'ailleurs, les preuves de tout ce qu'on m'a fait de mal pendant toute mon existence. J'ai toujours fait face à des critiques tout le temps. Quoi que je fasse, j'avais toujours des critiques, des personnes qui disaient qu'on ne pouvait pas monter sur l'Everest sans oxygène, voilà, etc. J'étais peut-être en avance dans l'histoire de l'alpinisme. J'étais peut-être un des premiers à réaliser ce que je voulais. J'ai eu des rêves très forts et heureusement, j'ai pu les réaliser. J'ai pu moi aussi survivre. Et je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont critiqué, car ils m'ont poussé aussi à m'améliorer, à me permettre aussi de corriger mes différentes erreurs. Ils ont pu faire de l'alpinisme sur tous les continents pendant presque 80 ans, parce que j'ai 80 ans maintenant. Donc, je remercie de la chance que j'ai de pouvoir trouver encore des montagnes sauvages. Alors, et je pense, et j'aime rencontrer des peuples, ceux qui habitent dans les montagnes, qui vivent avec peu de ressources, mais aussi j'aime beaucoup la montagne qui doit rester sauvage. Reinhold Messner, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Dans votre livre, vous évoquez les blessures et les coups du sort qui ont ponctué votre vie. Vous dites « J'ai subi les pires reproches et traversé des épreuves qui excédaient mes forces ». Vous n'avez pas l'impression, parfois, dans ce livre, de pousser la victimisation à l'extrême ? Je me suis jamais senti victime. Je savais ce qui s'était passé. Et donc j'étais tranquille. Oui. Pour les parents, c'était très dur. C'était très dur d'avoir donc mon histoire et l'histoire de la personne qui organisait l'expédition, qui s'excusait de ne pas aller chercher les deux frères Messner qui étaient perdus sur les cimes. Et lui, il avait besoin d'une excuse. Moi, j'en avais pas besoin. Moi, je savais ce que j'avais fait. J'avais fait cette paroi pour une raison. J'avais fait de très nombreuses escalades avec mon frère, même sur le Mont Blanc. Je le connaissais, je nous connaissais. Je savais nos capacités. Aujourd'hui, j'arrive à vivre de toutes ces critiques. Elles ne me dérangent plus. Au contraire, elles sont devenues un moteur. Un moteur, et ça, ces critiques me permettent aussi de me dire que voilà, tout ce que j'ai réussi, je ne l'ai pas fait avec les remerciements du public, mais je l'ai fait avec les critiques. Des critiques qui, en réalité, ont un problème avec elles-mêmes, pas avec moi. Je suis très heureux d'avoir à côté de moi une femme jeune qui partage, avec qui je partage ma vie. Et nous essayons aujourd'hui de créer une institution dans le Sud-Tirol, dans les Dolomites, qui sont pour moi les plus belles montagnes du monde. Et nous allons essayer de pouvoir travailler sur l'ensemble, sur le changement climatique, sur la perte des glaciers. Travailler aussi sur nous assurer que les beautés de montagne ne soient pas volées, parce que le tourisme de masse, le surtourisme, ça sera
Le mot de la fin, merci infiniment Reinhold Messner, alpiniste de légende. Et merci également à Nicolas Bichon à la traduction. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Place maintenant